Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, bienvenue dans ce podcast en français. Mon nom est Marlise Antonios et je suis l'enseignante principale du centre bouddhiste Kadampa Lamrim de Lyon en France. Si dans la vie, il est bénéfique de rester ouvert à toute critique constructive pour nous améliorer, c'est essentiel de savoir reconnaître le critique intérieur qui sape notre morale, détruit notre estime de nous-mêmes et nous ruine toute notre énergie positive. Dans ce podcast, nous allons découvrir comment amener plus de douceur dans ces voies intérieures. Par exemple, il nous arrive de faire des erreurs, de commettre des maladresses et de ne pas accomplir nos objectifs que nous nous sommes fixés. Et dans ce cas, nous nous sentons nuls, pas assez performants, bons à rien. Et à force de nous sentir si stupides et incapables, nous baissons les bras. En fait, à quoi bon se donner à fond puisque notre cas est désespéré? Autre exemple, combien de fois on se dit le soir, « Ce soir, je me couche tôt et à 4 heures du matin, on est encore sur notre téléphone à nous distraire. » Le lendemain, nous avons des cernes de 2 km sous les yeux et nous nous blâmons pour notre manque de volonté, de discipline, sans oublier ce sentiment de culpabilité, de colère contre soi-même. Geshe Khalsa Gyatso, dans son livre « 8 étapes vers le bonheur », nous dit comment appliquer les enseignements de Bouddha dans ce moment-là, dans ces moments où nous nous sentons coupables, en colère, malheureux, où on se blâme. Il nous dit « Dès l'instant où nous remarquons que notre esprit se tend, devient mécontent ou malheureux, il est nécessaire d'être particulièrement alerte et vigilant, car un tel esprit est un terrain parfait pour les perturbations mentales. C'est pourquoi Geshe Chekawa dit dans l'entraînement de l'esprit en 7 points, « Remettez-vous-en toujours à un esprit heureux et à lui seul. » En fait, si on réfléchit, c'est très facile de se dévaloriser ou d'être mécontent de soi. La recette est simple. Tu te fais une image idéale de toi-même, par exemple avoir une belle apparence, toujours au top de sa forme, une personne très intelligente, avec de merveilleuses qualités intérieures et extérieures, drôle, pleine d'humour, qui plaît absolument à tout le monde, performante au travail et irréprochable dans sa vie personnelle. Ok, deuxième partie. Tant que toutes les cases de cette longue liste ne sont pas cochées, nous ne baissons pas la garde. Nous ne nous autorisons pas de repos. Et du coup, nous sommes un genre de soldat qui obéit tout simplement, sans le vouloir, à un diktat de la perfection. Peut-être que nous croyons qu'en répondant à ces critères de perfection, nous serons suffisamment satisfaits et heureux de qui nous sommes. Ce moment arrivera-t-il un jour? Dans cet environnement intérieur très pressurisant et avec un tel niveau d'exigence, l'échec, le droit au repos, les erreurs et autres maladresses ne sont pas acceptables. Cet esprit est inflexible et rigide et à abandonner si nous voulons trouver un peu de paix, de douceur. C'est important de se laisser tranquille en fait. Sans pour autant tomber dans l'autre extrême, vous savez, cette voie qui nous dédouane de nos responsabilités, nous empêche de faire ce qui est bénéfique en pensant « Oh, c'est bon, tout le monde fait ça, pourquoi tu ferais des efforts ?» Ou bien « Pas la peine de t'excuser, tu as le droit de dire ce que tu penses et s'il y en a qui ne sont pas contents, bien c'est pareil. »
Eh bien, à côté de cela, il y a la voix douce et bienveillante qui veut prendre soin de nous et des autres. Mais cette voix est presque inaudible. Donc on peut apprendre à faire la différence entre ces voix intérieures qui nous conduisent dans des directions diamétralement opposées. L'une est celle de l'apaisement, de la sagesse aimante, et l'autre nous rend esclaves de nos propres désirs et nos attentes. On pourrait appeler cette voie la voie de la préoccupation de soi. Alors, Bouddha nous fait comprendre dans ses enseignements que la source de toute insécurité, de toute peur, notre mal-être, vient de l'esprit qui se préoccupe de soi. Cet esprit qui nous fait ressentir inconsciemment ou que notre bonheur, notre souffrance sont d'une extrême importance, au point où la plupart du temps, nous oublions que le bonheur et la liberté des autres sont au moins tout aussi importants. Cet esprit nous met une très grande pression en fait. Nous devons absolument satisfaire nos désirs. C'est vraiment important, par exemple, d'atteindre un tel ou tel objectif. C'est une nécessité de préserver notre image, de ne pas échouer, et ainsi de suite. Mais quelle pression! Motivés par cet esprit, nous nous donnons des injonctions, comme « tu dois être à la hauteur »,« pourquoi tu es si empoté et stupide ?» On se juge si durement et on se rend malheureux lorsque les choses ne vont pas comme la préoccupation de soi le souhaite. Dans un tel environnement intérieur, il est difficile de trouver du réconfort, la paix mentale, la sécurité que nous recherchons. Si nous ne nous sentons pas en sécurité dans notre propre esprit, pourrions-nous jamais la trouver à l'extérieur? On a tous besoin d'un peu de douceur dans nos vies, n'est-ce pas? C'est pas pour rien que la plupart d'entre nous aimons les sucreries, les choses qui nous enveloppent dans du coton, qui nous apportent ce sentiment de sécurité et de chaleur. Alors, on essaye tant bien que mal de créer ces sentiments avec les petits plaisirs de notre vie quotidienne. Mais en général, ces plaisirs sont bien souvent fragiles et éphémères. Donc, sans identifier cet esprit de préoccupation de soi, il est normal de chercher le réconfort en dehors de notre esprit, comme une fuite vers l'extérieur. Tout ce qui peut nous distraire de nous-mêmes est bienvenu. Cet esprit qui fait la loi dans notre esprit n'est pas facile à identifier, nous dit Bouddha. Parfois, elle fait entendre sa voix avec force, à travers la critique, le jugement, les blâmes. Mais la plupart du temps, elle est tellement subtile, discrète, que nous remarquons à peine sa présence. Pourtant, nous continuons de lui obéir implicitement. Il se peut qu'on pense, n'est-ce pas, cette voix intérieure fait partie de moi, je dois l'écouter, embrasser même ma part d'ombre. J'ai besoin d'être doux, patient avec tous les aspects de ma personnalité. Si je ne suis pas gentille avec cette voix, donc avec moi-même, je risque de m'auto-détruire, n'est-ce pas? Donc c'est possible que nous fassions erreur sur la manière de nous percevoir. Bouddha nous dit que ce n'est pas une bonne idée en fait de nous associer à des caractéristiques temporaires perturbées de notre esprit. Parce que ça, ce n'est pas notre véritable nature. On peut considérer l'analogie donnée par Geshe Kelsang Gyatso. Dans 8 étapes vers le bonheur, notre esprit est comme un ciel clair couvert de nuages des perturbations mentales telles que la colère, la préoccupation de soi et ainsi de suite. Si on file cette analogie, dans le ciel, on peut entendre le tonnerre, l'orage qui gronde, et aussi le léger bruit de la douce brise d'été, tout comme on peut entendre nos bonnes, nos mauvaises pensées se produire à partir de cet espace clair de notre esprit. Et ces voix ne déterminent pas qui nous sommes.
En prenant donc un peu de distance avec toutes ces pensées conceptuelles, en examinant la nature de nos pensées, qu'est-ce qui se passe? On devient comme un spectateur, témoin de ce qu'il voit. D'un côté, on peut surprendre l'esprit qui est prompt à juger soi-même et les autres, qui se vilipende durement par habitude, qui s'auto-censure pour avoir osé penser, dit, fait ceci ou cela. Pourquoi tu as dit ça? Tu as raté l'occasion de te taire une bonne fois pour toutes. Tu as encore fait n'importe quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Vous savez, toutes ces pensées. On peut observer cet esprit qui produit ce monologue, la préoccupation de soi qui se sent inconfortable, mécontente, parce qu'elle n'a pas su satisfaire ses propres intérêts, ou bien son image, sa réputation sont mises à mal. D'un autre côté, on observe l'autre partie de l'esprit qui fait l'expérience de cette situation, plus ou moins en silence, qui subit. Donc, si nous observons cette scène intérieure avec calme, discernement, naturellement notre esprit prend le parti de la non-violence envers soi. Nous comprenons avec notre propre sagesse qu'il n'y a rien à en tirer d'un esprit inflexible, étriqué, autodestructeur, qui est aussi obsédé par les intérêts d'une seule personne, parmi pourtant d'innombrables autres êtres vivants qui existent. Donc, il n'y a absolument aucune logique et aucun bon sens à cette attitude intérieure, qui n'est pas notre faute, hein, on est bien d'accord, hein, c'est des pensées qui se manifestent. Ce n'est pas une personne, ce sont simplement des façons de penser particulières, de jugement, de blâme, de culpabilité, et ainsi de suite, ou aussi d'autres pensées positives. Donc si on se positionne mentalement de ce côté de notre esprit qui observe, notre esprit s'apaise automatiquement. Nous laissons cet espace clair, plein de douceur, infusé dans tout notre esprit. Donc, notre esprit devenant calme, nous faisons taire toute forme de critique, de sarcasme, de plainte, d'agitation inutile. Fini la course à la performance et on est prêt à accepter tout ce qui vient. Il n'y a presque pas besoin de mots ou de concepts, c'est un silence bienveillant qui comprend que la dureté du cœur n'est pas ce qui nous sied le plus en fait. Notre refuge est cet état d'apaisement qu'on pourrait qualifier de sage, protecteur. Geshe l'a dit dans 8 étapes vers le bonheur, encore une fois. Habituellement, lorsque nous observons des objets extérieurs, nous distinguons les objets utiles et de valeur des objets inutiles et sans valeur. Nous avons besoin d'apprendre à observer notre esprit de la même manière. La nature de notre esprit racine est pure et claire, mais de nombreuses pensées conceptuelles émanent de cet esprit comme les bulles d'un océan ou les rayons de lumière provenant d'une flamme. Certaines de ces pensées sont bénéfiques et nous apportent le bonheur, maintenant et à l'avenir, tandis que d'autres pensées conduisent à la souffrance et au malheur. Il est nécessaire d'observer constamment notre esprit et d'apprendre à distinguer les pensées bénéfiques des pensées néfastes qui naissent à chaque instant. Les êtres capables de faire cela sont de vrais sages. Donc nous apprenons à être du côté de l'esprit qui observe et qui reconnaît les voies bénéfiques des voies qui ne le sont pas. Et on s'en remet à cet état calme, naturellement sage et bienveillant envers nous-mêmes. Et là, il y a de la place, il y a suffisamment d'espace à l'intérieur pour nous tourner vers les autres. En fait, puisque la préoccupation de soi est tournée vers soi et ne s'intéresse qu'à son bonheur ou ses problèmes, et que cette attitude ne nous apporte pas le bonheur que nous voulons finalement, peut-être que nous pouvons tenter de faire le contraire.
Qu'est-ce que vous en pensez? Nous remarquons alors éventuellement que nous n'avons plus à nous mettre autant de pression pour atteindre nos propres objectifs. Alors, nous ne cessons pas de désirer le bonheur, mais nous comprenons qu'un bonheur authentique réside dans le fait de vouloir réaliser le bonheur et les souhaits des autres. Ce désir est amour. Dans cette quête du bonheur des autres, du bien-être des autres, que nous réussissons, que nous échouons, que nous ayons des maladresses, c'est normal. Ça n'a vraiment finalement pas d'importance. Parce que cet objectif est suffisamment incroyable en soi. Le fait d'essayer est tellement louable, tellement louable. Cette reconnaissance spéciale est très encourageante et apporte du baume au cœur. Comment pourrions-nous devenir mécontents de soi dans cette perspective? Donc, même si nous réalisons que cet objectif est parfois, et c'est vrai, parfois trop difficile à atteindre pour nous, pour le moment. Mais là encore, nous pouvons développer l'humilité en reconnaissant nos limites, sans nous décourager, mais nous recherchons les méthodes pour faire grandir nos capacités d'esprit. Donc l'humilité a également ce pouvoir de nous enlever toute pression. Avec l'humilité, nous ressentons que nous sommes là où nous avons besoin d'être. Et c'est un esprit très doux et agréable qui nous fait sentir à notre place, à l'aise avec soi-même, ses limites. Plus besoin de courir, on peut aller à notre rythme, on s'autorise à aller à notre vrai rythme plutôt que de courir derrière des objectifs peut-être trop grands et ne plus s'écouter. En fait, là, on va commencer à se sentir à l'écoute des autres et du monde. Voilà, merci pour votre attention, votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Si ce genre d'expériences spirituelles vous font envie, vous pouvez rejoindre un centre Kadampa près de chez vous, où vous pouvez profiter d'enseignements, de méditation, de retraite, d'autres activités avec des conseils et le soutien d'enseignants qualifiés et d'une communauté de pratiquants. Un très grand merci et à très bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.